le crépuscule étendait lentement son voile pourpre sur la capitale. Depuis les hautes fenêtres de son bureau présidentiel, Alexandre Morel observait la ville s'agiter sous ses pieds, un dédale de rues où chaque pavé semblait porter le poids de siècles de lutte et de révolution. Là-bas, loin des dorures austères du palais, la vie grondait, imprévisible et tumultueuse. Assis dans un fauteuil de cuir usé, il faisait face à une montagne de dossiers, rapports économiques alarmants, pétitions brûlantes de colère populaire, et courriers enfiévrés signés de mains anonymes. Ses conseillers les appelaient des « murmures de la plèbe », mais pour lui, ces voix étaient des oracles dont il devait déchiffrer les messages avant qu'ils ne deviennent des cris de révolte. Dehors, sur la grande place de la Liberté, la foule s'amassait. Des banderoles frappées de slogans acerbes dansaient au gré du vent nocturne. On réclamait justice, dignité, travail. Les chants, tantôt revendicateurs, tantôt désespérés, résonnaient jusqu'au mur froid du palais. Gouverner, c'est écouter sans fléchir, mais c'est aussi entendre sans se trahir, méditait-il, en contemplant la scène comme un général face à un champ de bataille. Il savait que chaque décision qu'il prendrait ce soir pourrait renverser l'équilibre fragile entre l'autorité et la liberté. Soudain, le téléphone rouge sur son bureau vibra, une sonnerie brève et impérieuse. C'était le ministre de l'Intérieur. La situation semblait plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Il se leva lentement, ajusta sa veste avec un calme étudié, et s'avança vers l'appareil. L'instant d'après, il répondait d'une voix ferme mais posée. Que se passe-t-il exactement? À l'autre bout du fil, la réponse fut sèche. Monsieur le Président, la foule a franchi les premières barrières. Il marche vers le palais. Que devons-nous faire? Un silence pesant s'installa. Morel sentit son cœur se serrer, non par peur, mais par conscience de ce que l'histoire exigeait de lui. La ligne était mince entre l'homme d'État et le despote. Ne jamais céder à la panique, mais ne jamais ignorer la colère du peuple, pensa-t-il, comme s'il récitait une leçon inscrite dans sa chair. Dans la lumière froide des lampadaires, la place de la Liberté bouillonnait d'une énergie électrique. Des visages marqués par la fatigue, la colère ou l'espoir se pressaient les uns contre les autres, formant une marée humaine déterminée. Au centre de cette houle de revendications, Léa Ferrand, professeure au lycée Victor Hugo, haranguait la foule d'une voix vibrante. « Mes amis !» cria-t-elle, le poing levé. « Cela fait trop longtemps qu'ils nous méprisent. Trop longtemps qu'ils signent des décrets dans le confort de leur palais pendant que nous luttons pour survivre. » Des acclamations enthousiastes lui répondirent, portées par le vent glacé. Le regard de Léa était brûlant de conviction. Elle n'était pas une révolutionnaire de profession, mais les injustices accumulées lui avaient forgé un esprit de fer. Sa famille, ses élèves, son avenir, tout semblait à vendre au marché impitoyable de la politique. Autour d'elle, des jeunes brandissaient des pancartes frappées d'inscriptions rageuses, pain et dignité, justice sociale maintenant. Un ancien ouvrier, au visage tanné par des années d'usine, murmura d'une voix rauque. Cette fois, ils ne pourront pas nous ignorer. Au palais présidentiel. Alexandre Morel fixait l'écran où défilaient des images en direct de la manifestation. Ses conseillers débitaient des stratégies, déployaient la police, dispersaient la foule par la force, annonçaient un discours de pacification. « Monsieur le Président, il faut agir !» lança le général Lemoine, la mâchoire crispée. Une démonstration de force rapide évitera que la situation ne dégénère. Le président se massa les tempes. Chaque option semblait empoisonnée. Une répression brutale serait un aveu d'échec, répliqua-t-il avec calme. Ils veulent être entendus, et ils le seront. Le ministre de l'Intérieur protesta. Mais si vous leur accordez cela, d'autres suivront. La stabilité du pays est en jeu. Morel se redressa, son regard perçant transperçant l'atmosphère tendue de la salle. La stabilité n'est rien sans justice. Envoyez un message à leurs représentants. Je vais les rencontrer, ce soir. Un silence stupéfait envahit la pièce. Rencontrer les meneurs en pleine crise. C'était un pari risqué, presque suicidaire. Quelques heures plus tard. Sous une nuit pesante, Alexandre Morel sortit du palais, accompagné de 2 gardes du corps. Pas de cortège officiel, pas de discours écrit à l'avance. Juste un homme face à son peuple. Sur la place, la rumeur enfla lorsqu'on le reconnut. La foule se figea, entre colère et incrédulité. Morel avança jusqu'à l'estrade improvisée où se tenait Léa Ferrand. Leurs regards se croisèrent, chargés d'histoire et de défiance. « Vous avez demandé à être entendu », déclara le président d'une voix claire.
Me voici. Parlons, si vous le voulez encore, avant qu'il ne soit trop tard. Un silence électrique enveloppa la place. Pour la première fois, le pouvoir et le peuple se faisaient face, sans barrière ni intermédiaire. La nuit promettait d'être longue. Un vent glacé balayait la place de la Liberté, comme pour figer l'instant historique qui se jouait. Le président Alexandre Morel se tenait face à Léa Ferrand, incarnation farouche de la colère populaire. Autour d'eux, la foule retenait son souffle, suspendue entre l'espoir et la méfiance. Léa croisa les bras, ses yeux brillant d'une lueur combative. « Vous venez ici, seul. Pourquoi? Pour gagner du temps? Pour calmer les esprits avant de déployer vos troupes ?» Morel soutint son regard sans ciller. « Je ne suis pas venu pour manipuler qui que ce soit, » répliqua-t-il posément. « Je suis venu pour écouter, et comprendre ce que vous attendez de moi. » Un murmure sceptique parcourut la foule. Léa plissa les yeux, cherchant une trace de duplicité dans son visage, mais elle n'y trouva que fatigue et gravité. « Nous attendons ce que tout citoyen mérite, des salaires décents, une justice impartiale, des écoles qui ne tombent pas en ruine, » rétorqua-t-elle d'une voix vibrante. « Mais chaque année, vos promesses s'effacent dans des discours vides. » Un vieil ouvrier dans la foule approuva d'un signe de tête, ses mains calleuses jointes dans un geste de prière silencieuse. Morel inspira profondément. « Vous avez raison. Les promesses sont faciles à prononcer, et terriblement dures à tenir. Mais les choses doivent changer. Je propose que nous formions une assemblée citoyenne. Vous et d'autres représentants choisis par le peuple. Vos revendications deviendront la base d'un programme de réformes immédiates. » Un silence chargé de tension s'installa. Léa ouvrit la bouche, prête à riposter, mais s'interrompit. Une part d'elle voulait refuser, démasquer ce qu'elle percevait comme une stratégie de diversion. Pourtant, une autre part, plus secrète, rêvait d'un véritable dialogue. Une assemblée consultative, marmonna un jeune militant. Juste un moyen de nous enfermer dans des discussions sans fin. Le président se tourna vers lui. Pas consultative. Décisionnaire. Avec un calendrier public, et des résultats soumis au vote national. Le scepticisme persista dans la foule, mais Léa sentit quelque chose vaciller en elle. Cette proposition, inespérée et risquée, résonnait avec l'idéal qu'elle avait cru perdu. « Si vous mentez, si c'est un stratagème de plus, » avertit-elle d'un ton glacial, « je vous le promets, cette place se remplira jusqu'à faire trembler les murs de votre palais. » Dans l'ombre, Valmont observait. Depuis la lumière bleutée d'un écran, il sourit. Que les marionnettes dansent, bientôt, il ne restera que le silence. Le jour se leva sur une capitale divisée. Dans les rues, les journaux en main, les citoyens commentaient, s'interrogeaient, doutaient. Léa Ferrand, hier encore porte-voix de l'espoir populaire, était aujourd'hui traînée dans la boue par une rumeur implacable. Dans les émissions du matin, les chroniqueurs débattaient avec une délectation hypocrite. Ce qui est troublant, c'est que ces virements existent bel et bien. Mais aucune preuve qu'ils viennent d'un lobby. Peut-être une manipulation? Manipulation ou pas, l'image de Madame Ferrand est entachée. Le président a pris un risque, et il le paiera. Au cœur de la tempête. Léa Ferrand fixait son reflet dans le miroir d'un modeste studio de télévision indépendant. Les cernes sous ses yeux témoignaient de nuits sans sommeil, mais son regard brillait d'une rage lucide. Elle avait refusé les grandes chaînes nationales, trop compromises, trop orientées. Ici, elle parlerait sans filtre. La présentatrice entra, visiblement intimidée. « C'est un honneur, Léa. L'émission est en direct. Vous êtes prête ? » Plus que jamais, répondit-elle, la voix ferme. En direct, devant tout un peuple. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Léa Ferrand, citoyenne, professeure, et accusée. Elle laissa un silence volontaire, scrutant la caméra comme on regarde une foule. Accusée de trahison. D'avoir vendu mon intégrité à des puissances étrangères. Voilà ce qu'on dit de moi. Sans preuve. Sans procès. Seulement avec des documents falsifiés, lancés comme des pierres dans le silence. Elle inspira profondément. Alors ce soir, je vais faire ce que ceux qui me calomnient n'ont pas le courage de faire, dire la vérité, à visage découvert. Elle sortit un dossier épais. Voici mes relevés bancaires complets, vérifiés par un huissier. Voici la liste de mes revenus, mes dépenses, mes dons. Rien n'est caché. Rien n'est à vendre. La présentatrice,
surprise, attrapa les documents, les montra à la caméra. Je vais plus loin, continua Léa. J'autorise une enquête indépendante sur mes finances. Que ceux qui m'accusent fassent de même. Qu'ils ouvrent leur compte. Les réseaux sociaux explosèrent. Hashtag Léa transparente, hashtag soutien Ferrand, hashtag vérité en direct s'imposèrent en quelques minutes. Puis elle conclut, les yeux pleins de défis. On m'a sali pour m'éloigner de vous. Pour étouffer une voix qui dérange. Mais je suis toujours là. Et je n'ai pas peur. Dans la rue. Les écrans publics rediffusaient son intervention. Dans les cafés, les lycées, les marchés, on applaudissait. La colère changeait de camp. Un vieux monsieur, qui la regardait en silence, déclara. C'est une femme honnête. Et ils ont voulu la briser. Au palais présidentiel. Alexandre Morel, debout devant un écran, sourit faiblement. Elle a plus de courage que tous mes ministres réunis. Mathilde, à ses côtés, lui tendit une tablette. Regardez ça. Le peuple réclame qu'elle reste. Et qu'on enquête sur ceux qui ont lancé les accusations. Morel hocha la tête. Alors c'est ce que nous ferons. Elle a gagné cette bataille. Maintenant, il faut gagner la guerre. Quelques jours après l'émission de Léa, le climat avait changé. La confiance renaissait. Les places publiques vibraient à nouveau de chants, de débats spontanés, d'une énergie qu'on n'avait plus connue depuis des décennies. L'Assemblée citoyenne s'organisait avec sérieux, ouvriers, étudiants, mères célibataires, anciens magistrats. Tous y siégeaient, porteurs de causes trop longtemps ignorées. Mais dans l'ombre, le silence était devenu plus lourd. Et plus dangereux. Une réunion dans le noir. Dans une villa discrète à la sortie de la capitale, les membres du Cercle de la République vrai, un réseau ultra-conservateur composé de hauts fonctionnaires, de financiers et d'anciens militaires, se réunissaient. Le président Morel, selon eux, avait trahi l'État. Léa Ferrand, quant à elle, était devenue un symbole incontrôlable. Valmont, leur émissaire invisible, s'adressa au cercle sans détour. Vous vouliez de la stabilité. Vous aurez le chaos, s'il le faut. Ce peuple, grisé par ses illusions démocratiques, doit être réveillé. Par un choc. Un rappel de l'ordre. Un silence tendu, puis une voix nasillarde dans le fond. Quel genre de choc? Valmont sourit, une lueur froide dans le regard. Une attaque. Violente. Sur l'Assemblée. En pleine séance. Une bombe. Pas assez pour tuer, mais assez pour marquer. Pour faire peur. Pour désigner un ennemi intérieur. Et qui accusera Théon? Un groupuscule fictif, bien sûr. Anti-État, radicalisé. Nous avons déjà un manifeste prêt à être découvert. Le jour de l'attaque. L'Assemblée citoyenne siégeait dans une grande salle du Centre national de conférence. Léa présidait la séance, entourée de représentants venus de toutes les régions. Soudain, une coupure de courant. Puis un bruit sourd. Une détonation étouffée, suivie d'un souffle. Des vitres explosèrent. Cris. Poussière. Panique. Mais la charge avait été calculée pour faire peur, pas pour tuer. Les télévisions filmèrent la scène en direct. Le chaos devint viral. Et déjà, sur certains réseaux, circulait une revendication, un soi-disant Front populaire radical, accusant le gouvernement de trahison. Réactions immédiates. Delma, le ministre de l'Intérieur, fut le premier à monter au créneau. Nous devons suspendre immédiatement les travaux de l'Assemblée. Le pays est menacé par l'extrémisme. Des figures de l'opposition conservatrice l'appuyaient déjà dans l'hémicycle. Mais Léa, couverte de poussière, blessée légèrement à la tempe, refusa. En direct. Vous pouvez nous menacer, nous frapper, nous salir. Mais cette fois, nous n'abandonnerons pas. Dans un appartement modeste. Un jeune informaticien, Maxime, suivait l'événement sur son écran. Ce qu'il venait de voir ne lui semblait pas naturel. Il zooma sur une image d'un agent de sécurité présent juste avant l'explosion. Puis une autre. Une incohérence. Un visage aperçu ailleurs. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas un attentat citoyen, murmura-t-il. C'était une mise en scène. Dans une ville secouée, partagée entre stupeur et colère, deux chemins de résistance se dessinaient, l'un dans les coulisses numériques de l'enquête clandestine, l'autre à la lumière brûlante de l'arène politique.
Toutes deux guidées par un même instinct, la vérité. Maxime l'œil dans les ténèbres. Maxime Rivière, 28 ans, génie discret du code et des algorithmes, travaillait à la maintenance informatique d'une compagnie d'assurance. Mais la passion qui l'animait, c'était la chasse aux failles. Et celle qu'il venait de repérer sur la vidéo de l'attentat n'était pas une faille de sécurité, c'était une faille dans le mensonge. Il passa sa nuit à analyser les flux vidéo de l'attaque. À 14h02, un agent de sécurité en uniforme noir passait par une porte supposément interdite d'accès. Moins de 2 minutes plus tard, la caméra fut brouillée, juste avant la détonation. Maxime recoupa les données, accéda à des images satellites récupérées de manière peu légale, déverrouilla les enregistrements de badge, et un nom revint plusieurs fois, Jean Carel, un agent suspendu depuis 2023 pour usage abusif de la force. Pourtant, son badge avait été utilisé. On t'a remis en service pour une mission fantôme, Jean, murmura Maxime. Et moi, je vais te retrouver. Il copia tous les fichiers sur un disque externe crypté. Et se prépara à contacter Léa Ferrand. Léa la voix qui ne tremble pas. De son côté, Léa refusait de se terrer dans le silence. Le peuple avait le droit de savoir, même si ceux qui tiraient les ficelles voulaient la bâillonner. 3 jours après l'attentat, elle convoqua une conférence publique, devant les ruines partiellement calcinées de la salle de l'Assemblée. Les gravats encore visibles derrière elle, elle prit la parole. On a voulu tuer plus que des voix. On a voulu tuer une idée. Les caméras captèrent chaque mot. Cet attentat n'a pas été commis par un groupe radical. Ce manifeste est une fabrication grossière. Une diversion. Une mise en scène. Elle brandit un rapport préliminaire réalisé par un collectif de chercheurs indépendants prouvant que l'explosif utilisé provenait d'un stock militaire non déclaré. Je le dis ici, devant vous tous, nous sommes victimes d'un sabotage d'État. Et je demanderai une commission d'enquête internationale. Un tonnerre d'applaudissements et de cris monta de la foule. Elle venait de lancer un défi direct aux responsables de l'attentat. Le lien entre les deux feux. Quelques heures après la conférence, alors qu'elle regagnait ses appartements, Léa reçut un appel crypté. « Madame Ferrand ? Je m'appelle Maxime. J'ai des preuves. Des visages. Des noms. Et ils ne viendront pas de l'intérieur. Ils viennent de beaucoup plus haut. À l'autre bout de la ville. » Dans le bureau du ministre Delma, les murs tremblaient. Elle en sait trop. Elle a des soutiens. Des preuves. Valmont, appuyé contre le mur, resta calme. Alors il est temps d'en finir. Pas avec elle, mais avec l'un des leurs. Un sacrifice. Une mise en garde. Le feu appelle le feu. Delma blêmit. Vous ne parlez pas d'eux. Si, répondit Valmont. Le président. Il est devenu inutile. Il faut l'abattre. La tension dans le pays atteignait son point de rupture. Les visages étaient crispés, les regards méfiants, les cœurs pleins d'espoir, ou de rage. Dans l'ombre, le complot mûrissait. Dans la lumière, l'alliance improbable entre une citoyenne insurgée et un hacker solitaire prenait forme. Et au centre de cette tempête, un président devenu trop dangereux pour l'ordre ancien. Léa et Maxime, le lien se tisse. Dans un appartement anonyme, Léa et Maxime s'étaient rencontrés pour la première fois. Autour d'eux, des piles de dossiers, d'écrans, de données cryptées. Maxime tapait sans relâche, les yeux rivés à son clavier. Voilà, dit-il, en faisant apparaître sur l'écran le nom Jean Carel. C'est lui qui a posé la bombe. Ou du moins, c'est lui qu'on a envoyé pour brouiller les pistes. Il travaillait pour le ministère de l'Intérieur, demanda Léa. Officiellement, il a été radié. Officieusement, il a été réaffecté. Par quelqu'un de très haut placé. Et regardez ça. Il ouvrit un schéma de virement bancaire complexe. Plusieurs flux d'argent convergeaient tous vers une société écran, liée à un certain Valmont. Léa se redressa, blême. Valmont ? Ce nom revient dans les dossiers confidentiels du président. Morel me l'a cité un jour, comme un nettoyeur de la République. Alors on a la preuve. Il faut qu'on le dise à Morel. Maintenant. Le président l'ombre au-dessus de l'État. Mais Alexandre Morel ne savait pas qu'il était déjà condamné. Dans les cuisines du palais présidentiel, un agent double avait glissé une capsule de toxine dans son thé du soir. Une mort lente. Invisible. Un malaise, un coma,
une crise cardiaque, rien qu'une triste coïncidence. Morel sirotait sa tasse dans son bureau, penché sur le décret final pour rendre l'Assemblée citoyenne constitutionnelle. Il eut soudain un vertige. Puis un second. La pièce vacilla. Mathilde, appela-t-il d'une voix faible. Mais Mathilde était déjà en route, ayant reçu un appel de Maxime. Course contre la mort. Léa et Maxime arrivèrent devant les grilles du palais, interceptés par les gardes. Urgence vitale, cria Léa. Le président est en danger. Nous avons des preuves d'un assassinat en cours. Les gardes hésitèrent, puis reconnurent Maxime. L'un d'eux, ancien élève de Léa, ouvrit la porte. Ils coururent à travers les couloirs. Mathilde les guida vers le bureau. Ils le trouvèrent à genoux, suffocant. Maxime sortit un petit flacon d'antidote expérimental. Il a exactement les symptômes. Je le donne. Mais il faut que quelqu'un accuse publiquement. Maintenant. La confrontation finale. Alors que les médecins prenaient le relais, Léa s'empara du micro officiel du palais, branché à toutes les chaînes nationales. Elle parla, sans trembler. Une tentative d'assassinat a visé le président Morel ce soir. Par des forces tapies dans l'état profond. Nous avons les noms. Les preuves. Et nous n'avons plus peur. Elle montra le visage de Valmont, le lien avec Delma, les documents. Ce soir, ce ne sont pas nos institutions qui vacillent. Ce sont leurs mensonges. Et demain, nous reprendrons notre pays.